cours de ses nombreuses batailles et campagnes militaires, Napoléon a toujours compté sur des hommes de confiance pour l'épauler. Certains étaient liés à sa famille, d'autres étaient choisis pour leur talent, mais tous avaient un rôle crucial dans les guerres de l'Empire. Tantôt au devant du feu, avec l'avant-garde, tantôt à l'arrière, avec la réserve, tantôt en autonomie ou directement sous les ordres de l'empereur, les maréchaux devaient sacrifier leur vie pour la dynastie des Bonaparte. Ainsi, que Napoléon ait besoin d'un plan, d'une stratégie ou d'une manœuvre, il y avait toujours des soldats d'exception pour l'entourer. En 1804, Napoléon leur donne même un titre, le maréchal, dont nous tenterons de distinguer les meilleurs éléments dans cette vidéo. Quelles étaient leurs missions? Comment étaient-ils recrutés? Étaient-ils de simples exécutants ou bien des stratèges à part entière? Ce qui est sûr, c'est que l'armée révolutionnaire ne serait pas devenue la grande armée, sans ses maréchaux pour la diriger. Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Napoléon. Installée en plein cœur de Paris, la boutique Napoléon propose un catalogue d'objets, de souvenirs et de pièces de collection sur le Premier Empire. Drapeaux, bustes et médailles, champagne, liqueurs et parfums, sabres, figurines et pistolets. Vous trouverez ici toute l'inspiration pour un cadeau mémorable et historique. En rapport avec le sujet du jour, la boutique vous propose des répliques de bâtons de maréchaux. Vous retrouverez un modèle de collection standard, ou bien des reproductions plus personnalisées, comme le bâton du maréchal Lannes. Bref, que ce soit pour offrir à un proche ou à vous-même, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir le catalogue. Faites-vous livrer directement chez vous, ou bien venez faire vos achats dans la boutique, située derrière le Palais Royal, à Paris. Pour dresser un top 5 des maréchaux, qui est le titre le plus élevé dans la Grande Armée, il faut d'abord répondre aux questions suivantes. Quelles sont les missions d'un maréchal? Quel est son rôle dans une campagne? Quelles sont les qualités que recherche Napoléon? Pourquoi avoir besoin de créer un titre supplémentaire au-dessus de celui de général? Tout d'abord, comme la Grande Armée est divisée en corps, et que chaque corps est pris en compte quand l'empereur établit une stratégie, le maréchal sert avant tout à commander ces ensembles d'unités. Ainsi, il doit superviser les déplacements, les manœuvres et les mouvements de ses divisions, qui sont les différentes sections du corps d'armée. Puis, en phase de combat, il doit s'assurer que le déploiement, l'engagement et l'intensité du feu restent en cohérence avec les ordres de l'empereur. À cela, il faut rajouter les activités en période de paix, comme le maintien de la discipline, la supervision des stocks, les commandes de nourriture. Bref, le maréchal est avant tout un général dont la fonction principale, diriger un corps d'armée, requiert une distinction supplémentaire. Maintenant, reste à savoir pourquoi Napoléon eut besoin de ce titre honorifique que la Révolution avait supprimé. La raison semble évidente à ses yeux, les corps d'armée étant les maillons essentiels de ses stratégies, il a besoin d'hommes de confiance pour les diriger. C'est donc tout naturellement qu'en 1804, le secrétaire d'État, Henri-Jacques-Guillaume Clark, lui propose une première liste. D'abord, il inclut les meilleurs généraux de l'armée révolutionnaire, comme Masséna, Moncey et Lefebvre, suivis d'officiers à la retraite, comme Kellermann ou Pérignon. Ensuite, Clark propose d'inclure des généraux méritants qui ont déjà servi Bonaparte, comme Davout, Berthier, Lannes ou Bessières. Enfin, il propose des officiers méritants ayant servi d'autres généraux, comme Ney, Soult ou Mortier. Seulement, Napoléon étant à la fois un militaire et un homme d'État, il rajoute des noms pour des raisons personnelles ou politiciennes. Serrurier, par exemple, un vieil ami des Dantonistes, est promu maréchal en 1804. Idem pour Bernadotte et Augereau, des républicains dont l'opposition à l'Empire se tarit un peu après leur nomination, ou bien Jourdan et Brune qui sont des jacobins. Dans la foulée, Napoléon inclut également le nom de Murat, son beau-frère et son meilleur cavalier, qui l'accompagne partout depuis 10 ans. Par la suite, d'autres généraux ont été promus maréchal un peu plus tard. Cependant, par mesure de simplicité, nous n'étudierons que ce nommé en 1804. Alors qui, parmi tous ceux affichés sur la liste, mérite de figurer dans notre top 5 ? Même si tous les maréchaux ont des compétences de base, comme savoir encadrer, savoir diriger et savoir anticiper, chacun d'entre eux dispose aussi de qualités personnelles, de défauts et d'un caractère. Ces traits de personnalité, bien sûr, Napoléon les connaissait par cœur. Ainsi, lorsqu'il préparait un plan de campagne, il faisait en sorte que chaque maréchal reçoive la mission qui lui convient le mieux. Maintenant, si nous tentons de faire un classement des maréchaux, tentons de les trier par traits de caractère. Le premier groupe, dans ce cadre, seraient les meneurs d'hommes, dont la première qualité est le charisme. Leur mission, exécuter un ordre direct et créer l'exploit, malgré des conditions parfois difficiles. Dans ce groupe-là,
Les noms de Murat et de Ney font figure de favoris. Si nous prenons le premier candidat, le maréchal Murat, ses charges de cavalerie sont restées gravées dans l'histoire. Iéna, 1806, Eylau, 1807, Liebherr-Fuhlfitz, 1813. Ce fils d'aubergiste devenu roi de Naples était bien le seul souverain d'Europe à combattre en première ligne. Son plus beau fait d'armes reste d'avoir fait charger plus de 10 000 cavaliers dans une gigantesque colonne, par un froid extrême et un terrain neigeux, sauvant Napoléon d'un désastre à la bataille d'Eylau. Beau-frère de l'empereur, Murat est aussi le premier à rattraper ces catastrophes. C'est lui qui, en 1808, massacre les Madrilènes. C'est également lui, en 1812, qui gère la retraite après la Bérésina. Toujours au premier rang, pour le meilleur comme pour le pire, Murat met souvent sa vie en jeu sur le champ de bataille. Lors de la bataille de Leipzig en 1813, alors que l'armée française est encerclée, c'est lui qui vient au premier rang pour rassurer les hommes. Habillé avec ses beaux chapeaux et ses uniformes bien visibles, il parade en première ligne, malgré un déluge de feu qui s'abat autour de lui. Autre meneur d'hommes impayable, le maréchal Ney, surnommé le brave des braves. Comme son confrère Murat, Ney montre une énergie à toute épreuve pour mener à bien les missions qu'on lui confie. Son meilleur fait d'armes, en 1805 à Elchingen, alors que les Autrichiens sont retranchés sur les hauteurs, le maréchal, furieux du manque d'entrain de ses troupes, se porte au devant du feu. De là, alors que sa position est bombardée, il remotive ses fantassins, il harangue ses cavaliers, il hurle sur ses artilleurs. La colline, il exige qu'elle soit conquise avant la tombée de la nuit. Ainsi motivé par la présence du maréchal, la Grande Armée remporte la bataille contre toute attente. D'ailleurs, Ney ne perdra jamais ce trait de caractère. À la Moskova en 1812, à Waterloo en 1815, il exécute les ordres de Napoléon avec une telle dévotion qu'on penserait qu'il est devenu fou. À côté des meneurs d'hommes, un deuxième groupe de maréchaux, qu'on peut appeler les stratèges, a pour qualité l'organisation et la mise au point de plans de bataille. Leur mission consiste alors à gérer non pas un corps d'armée, mais plusieurs à la fois pour établir une stratégie sur un échelon régional. Dans ce groupe, Davout et Masséna sont les meilleurs éléments. Concernant le premier, Louis-Nicolas Davout, surnommé le maréchal de fer, ses faits d'armes consistent à gagner ou à résister alors qu'il est écrasé numériquement. Exemple 1, la bataille d'Auerstedt en 1806, quand on l'attaque à 1 contre 3 et qu'il met KO son adversaire en une après-midi. Exemple 2, la bataille d'Essling en 1809, qui commence à 1 contre 5 avant l'arrivée des renforts. Davout ne panique pas, il lance des offensives sur des points stratégiques avant de se retirer en bon ordre. Exemple 3, le siège de Hambourg, où malgré un rapport de force de 1 contre 14, il refuse de baisser les armes à moins que Napoléon ne lui en donne l'ordre. Maintenant, le maréchal de fer ne fait pas de miracle, son succès tient surtout à 2 éléments. La maximisation du terrain, comme l'emploi de forêts pour cacher les tirailleurs ou l'emploi de collines pour tirer au canon. Ensuite, une discipline d'acier parmi les troupes pour effectuer ses mouvements, ses manœuvres et ses marches de la façon la plus rapide possible. Deuxième maréchal du groupe des grands stratèges, l'indéfectible Masséna, surnommé l'enfant chéri de la victoire. À son actif, c'est le premier maréchal à disposer d'une autonomie presque totale sur un front opérationnel. En 1805, alors que la Grande Armée bataille au nord des Alpes, il opère au sud des montagnes pour empêcher les Autrichiens d'envoyer des renforts à Austerlitz. Par la suite, Napoléon lui confie l'invasion du Portugal, mais il est incapable de percer les défenses de Wellington. Affamé par la stratégie de la terre brûlée de Britanniques, il est obligé de se retirer en catastrophe. À côté des meneurs d'hommes et des stratèges, Napoléon savait aussi s'entourer de tacticiens hors pair. Leur qualité, le sang-froid à toute épreuve, même sous le feu de l'ennemi. Leur mission, exécuter des manœuvres difficiles directement sur le champ de bataille. Dans ce rôle, les maréchaux Lannes et Soult semblent être les candidats favoris de l'empereur. Concernant le premier, qu'on surnomme l'Achille de la Grande Armée, c'est sûrement l'officier le plus polyvalent que n'ait jamais eu la France. À la fois soldat de première ligne, conseiller stratégique et manœuvrier talentueux, c'est à lui que Napoléon confie ses missions les plus difficiles. En 1806, alors que l'empereur veut surprendre les Prussiens qui sont dispersés derrière la forêt de Thuringe, il envoie le maréchal Lannes à l'avant-garde dans les bois. S'exécutant, l'Achille fait avancer ses troupes à marche forcée et débarque tout à coup près de Saalfeld. Surprise, l'avant-garde de l'armée prussienne se met en ligne, mais Lannes prépare un coup tactique qui va rester dans l'histoire. D'abord, le maréchal fait semblant d'engager le combat, il déploie des tirailleurs, des voltigeurs, des grenadiers en direction de Saalfeld, mais cachés dans les bois,
3 régiments font le tour du champ de bataille. Ensuite, une fois que la cavalerie prussienne est vaincue sur la droite, le maréchal pousse ses pions sur la gauche. Les 3 régiments surgissent tout à coup de la forêt et mettent en déroute les soldats saxons. Enfin, Lannes engage un grand mouvement vers l'avant qui provoque une véritable catastrophe pour la Prusse. Alors que les Français étaient 12 000 et que les Prusso-Saxons étaient 9 000, les pertes sont de 200 pour la Grande Armée et de 2000 pour le camp d'en face. En 1807, Lannes fait encore des miracles à Friedland où il tient tête à l'armée russe à près de 1 contre 4. Il meurt néanmoins beaucoup trop tôt, en 1809 à Essling, privant l'empereur d'un atout essentiel pour la campagne de Russie. Deuxième candidat dans le groupe des tacticiens, Jean-Dieu de Soult, que Napoléon nomma personnellement le meilleur manœuvrier d'Europe. Depuis les guerres révolutionnaires, Soult est connu pour garder un sang-froid extrême en toute situation. Sous la pression de l'ennemi, c'est lui qui s'empare du plateau de Pratzen pendant la bataille d'Austerlitz. En 1808, c'est aussi lui qui poursuit les Britanniques quand ils s'enfuient d'Espagne. En 1814, toujours dans la péninsule, il organise la retraite des armées françaises. Malgré la guérilla, malgré les maladies, malgré le manque de morale, malgré le harcèlement des armées espagnoles, portugaises et britanniques, il sauve les Français de l'anéantissement et les fait repasser derrière les Pyrénées. Prochaine catégorie de maréchaux, un peu moins connus et moins mis en avant par l'histoire, les officiers de réserve. Leur qualité, la patience et le calme, leur mission, colmater ou s'engouffrer dans une brèche pour renverser le cours d'une bataille. Dans cette catégorie, Bessières, Lefebvre et Mortier sont les meilleurs candidats. Pour le premier nommé, le maréchal Bessières, l'empereur disait de lui qu'il était à la réserve ce que Murat était à l'avant-garde. À son actif, en 1805, après que Soult ait réussi sa manœuvre sur le plateau de Pratzen, Bessières repousse la contre-offensive russe. Grâce à des charges de chevaux légers, de mamelouks et de hussards, Napoléon conserve les hauteurs du champ de bataille. Ce n'est qu'après cette action qu'il peut proclamer sa victoire à Austerlitz. Malheureusement, Bessières meurt en 1813 à Lutzen. Il est fauché par un boulet de canon et manquera le reste de la campagne. Deuxième et troisième candidat du groupe des maréchaux de réserve, Lefebvre et Mortier, qui sont 2 officiers d'infanterie. Le premier reste l'officier supérieur de la garde impériale par excellence. Cependant, comme son confrère Mortier, dont Napoléon se méfie, il n'a que très peu d'autonomie tactique. Les 2 maréchaux prennent note des volontés de l'empereur, les appliquent et n'ont pas d'exploits personnels à raconter. Autre catégorie très peu connue, les maréchaux placés à l'arrière-garde. Leurs qualités sont la modestie et l'indépendance. Leurs missions sont de soutenir l'armée par le recrutement, par l'approvisionnement et par la gestion des stocks. Ici, Moncey et Kellermann apparaissent comme les champions les plus discrets de la Grande Armée. Concernant le premier, Moncey est à la tête de la garde nationale et de la gendarmerie. Autrement dit, quand la Grande Armée est en campagne, il s'assure que la machine de guerre tourne à plein régime. Et si jamais Moncey est occupé ailleurs, comme en Espagne, le vieux maréchal Kellermann, qu'on surnomme le vainqueur de Valmy, s'est apporté son expérience. Acheminement de renforts, de munitions et de vivres vers le front, supervision des usines et des stocks de poudre. Avec tous les ennemis intérieurs que comptait l'Empire, Moncey et Kellermann n'étaient jamais de trop. Sixième catégorie de maréchaux, les alliés politiques, qui sont avant tout nommés pour tempérer leur opposition à l'Empire. Brune, Augereau, Jourdan, Pérignon et Serrurier n'ont été que très peu utilisés par Napoléon. Seul Augereau conservait la confiance du souverain, mais jamais pour des opérations d'ampleur. Septième catégorie, les inclassables formés par Berthier et Bernadotte. Concernant Berthier, l'empereur disait de lui qu'il était irremplaçable. En effet, comme Napoléon fait toujours 36 choses à la fois, qu'il gère les affaires militaires, la politique, l'industrie, la diplomatie, le chef de guerre est en surmenage de façon constante. Résultat, il parle vite, explique brièvement, écrit de manière illisible. Le rôle de Berthier est donc de traduire, d'interpréter, voire d'anticiper les volontés de l'empereur. Chef de l'état-major, Berthier a joué un rôle dans tous les succès de la Grande Armée. En ce sens, la mort du maréchal, juste avant la campagne de Waterloo, a coûté très cher à la France impériale. Enfin, le deuxième inclassable est l'incompréhensible Bernadotte. Brillant diplomate, mais adversaire politique de Bonaparte, il aurait pu passer en cour martiale pendant la campagne de Prusse. Alors qu'il a ordre de soutenir Davout, qui est engagé par l'armée prussienne, Bernadotte ne bronche pas et reste immobile. Heureusement pour lui, Napoléon lui pardonne, mais 6 ans plus tard, il devient roi de Suède et passe dans le camp d'en face. C'est à lui, notamment, que l'on doit le plan de Traubenberg. Ne pas attaquer Napoléon, mais attaquer ses maréchaux pour faire tomber l'Empire, s'est révélé être la meilleure stratégie possible contre le Corse. Alors traître, génie, ou bien les deux à la fois, Bernadotte est un mystère à part entière.
Maintenant, tentons de départager tous les maréchaux que nous avons cités. Si nous devons faire un top 5, alors que nous avons 7 catégories, nous sommes obligés d'en retirer 2. Dans ce cas, les alliés politiques et les maréchaux d'arrière-garde apparaissent comme les officiers les moins indispensables. Au sein des 5 catégories restantes, tentons de faire un premier tour. Chez les meneurs d'hommes, Murat et Ney sont les 2 monstres de la Grande Armée. Cependant, le premier est le seul de tous les maréchaux à pouvoir diriger l'armée tout entière. En effet, n'importe quel soldat reconnaît en Murat son chef et son héros, si bien que le roi de Naples dépasse Ney dans le charisme. Pour cette raison, il se qualifie pour le second tour. Côté stratège, le match entre Davout et Masséna semble serré. Si le premier cumule les succès sous l'Empire, le second les cumule sous la Révolution. Néanmoins, les victoires du maréchal de fer dépassent celles de Masséna dans leur amplitude. De plus, l'enfant chéri de la victoire est aussi connu pour ses pillages et ses razzias, 2 raisons qui qualifient Davout pour le second tour. Côté tacticien, Lannes et Soult sont 2 manœuvriers hors pair, mais le premier semble intouchable. En effet, la confiance que plaçait Napoléon dans son Achille le qualifie directement. Et puis, comme pour Masséna, Soult est aussi connu pour avoir pillé les territoires sous son autorité. L'Espagne, par exemple, a littéralement été vidée de ses œuvres d'art. Enfin, côté réserve et côté inclassable, Bessières et Berthier sont les 2 champions naturels de leur catégorie. Second tour, qui, parmi les 5 qualifiés, mérite de figurer sur le podium. 5e place, le maréchal Bessières. Bien qu'indispensable en réserve, il agit avant tout sous la supervision de l'empereur. Il est le meilleur à son poste, mais n'est pas indépendant. 4e place, le maréchal Lannes. Fidèle ami de Napoléon, il aurait dû figurer en première place, mais sa mort en 1809 le fait partir beaucoup trop tôt. Pour cette raison tragique, l'Achille s'arrête au pied du podium. 3e place, le maréchal Davout, grand stratège et fidèle jusqu'au dernier moment. Il est le seul à pouvoir contredire Napoléon directement. En 1812, alors que l'empereur s'entête à s'enfoncer vers Moscou, il répète et répète encore que l'entreprise est vouée à l'échec. 2e place, le maréchal Murat. Aux côtés des Bonaparte depuis 1795, le roi de Naples est le meilleur cavalier de l'histoire impériale. Sa trajectoire en société, de simple aubergiste à souverain, sa capacité à gérer l'armée entière en l'absence de Napoléon, son sacrifice constant devant le feu, alors qu'il est roi, en font un personnage à peine réel. Première place, le maréchal Berthier. S'il a très peu d'exploits légendaires à son actif, le simple fait que Napoléon le qualifie d'irremplaçable signifie bien une chose. Même en l'absence de tous les autres maréchaux, la présence de Berthier peut assurer le succès. Pour cette raison simple, le maréchal figure en première place de ce top 5. Alors d'accord, ou pas d'accord, donnez votre propre classement en commentaire. Dites-nous aussi si vous souhaitez d'autres vidéos comme celle-ci, et merci à la boutique Napoléon pour son soutien. Avec le code BATAILLE10, obtenez 10% de réduction sur votre commande. Vive l'empereur, vive la boutique Napoléon, et à très bientôt sur la chaîne.